que contient un trou noir, un destin écrasant et inévitable. Des portes vers d'autres univers, des bibliothèques étranges et multidimensionnelles. Si tu t'es déjà posé la question, tu as peut-être de la chance. Certains physiciens affirment que tu te trouves actuellement à l'intérieur d'un trou noir, en ce moment même, pendant que tu écoutes ces mots. L'air que tu respires, la lumière que tu vois, le sol sous tes pieds, la gravité qui te retient, tout cela pourrait être l'intérieur d'un trou noir. Pas un trou noir comme celui que tu imagines. Pas un gouffre sombre et terrifiant qui t'aspire et te comprime. Non. Un trou noir si vaste, si ancien, si parfaitement construit que de l'intérieur, il ressemble exactement à ce que tu appelles l'univers. C'est une proposition qui semble absurde. Et pourtant, les mathématiques ne l'excluent pas. Les équations les plus rigoureuses de la physique fondamentale, celles qui ont été testées et vérifiées avec une précision de 12 décimales, autorisent cette possibilité. Elles ne la démontrent pas, mais elles ne l'interdisent pas non plus. Et en physique, ce qui n'est pas interdit est souvent plus révélateur que ce qui est confirmé. Ce soir, nous allons faire quelque chose d'un peu vertigineux. Nous allons prendre un trou noir, le retourner, le plier, en inverser le temps, y insérer un univers entier, et nous demander si le résultat ressemble à l'endroit où nous vivons. Le voyage est technique par endroits. Mais les questions qu'il soulève sont parmi les plus profondes que la physique puisse formuler. Qu'est-ce qu'un trou noir de l'intérieur? Qu'est-ce que l'univers vu de l'extérieur? Et y a-t-il seulement une différence? Commençons par le commencement, par la théorie qui a ouvert la porte à toutes ces questions. La relativité générale d'Albert Einstein. La relativité générale est sans doute la théorie la plus belle jamais écrite par un être humain. Elle décrit la gravité non pas comme une force qui tire, mais comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. La matière dit à l'espace-temps comment se courber. L'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. Cette idée, formulée par Einstein en 1915 à Berlin, après des années de travail acharné et de fausses pistes, a révolutionné notre compréhension de l'univers, et elle n'a jamais échoué. Pas une seule fois. Chaque prédiction qu'elle a faite, de la déviation de la lumière par le Soleil à l'existence des ondes gravitationnelles, a été confirmée expérimentalement avec une précision spectaculaire. En 2015, les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois les ondulations de l'espace-temps produites par la collision de deux trous noirs à plus d'1 milliard d'années-lumière. Le signal correspondait exactement à ce que les équations d'Einstein prédisaient. Exactement. Pas approximativement. Exactement. Et pourtant, cette théorie parfaite a un défaut. Un défaut qu'Einstein lui-même connaissait et qui le tourmentait profondément. Il savait que sa théorie contenait en elle les graines de sa propre destruction. Ces graines s'appellent les singularités. Une singularité, en physique, c'est un endroit où les mathématiques cessent de fonctionner, où les nombres deviennent infinis, où les équations qui décrivent si parfaitement le reste de l'univers produisent des résultats qui n'ont plus de sens physique. C'est comme si tu suivais une route parfaitement sans tracé, un asphalte lisse et impeccable, et qu'à un endroit précis, la route disparaissait. Pas un virage, pas un cul-de-sac. La route elle-même cesse d'exister. Le bitume s'arrête, et au-delà, il n'y a rien. Pas du vide, rien. Pas même l'espace dans lequel le vide pourrait exister. La relativité générale produit deux singularités, deux endroits où les mathématiques s'effondrent, deux points de rupture dans le tissu même de la réalité. Le premier se trouve au centre des trous noirs. Le second se trouve au commencement de l'univers, le Big Bang. Dans les deux cas, le problème est le même. La matière se concentre à une densité infinie. Le volume se réduit à zéro. La courbure de l'espace-temps devient infinie. Et les équations qui fonctionnent si parfaitement partout ailleurs dans l'univers produisent des divisions par zéro, des infinis qui ne peuvent pas être physiques, des prédictions qui n'ont aucun sens. Einstein détestait les singularités. Il pensait qu'elles signalaient une limite de sa propre théorie. Qu'elles étaient le signe que la relativité générale, aussi brillante soit-elle, n'était pas la théorie finale. Qu'à un certain point, à des densités suffisamment extrêmes, à des courbures suffisamment violentes, une physique plus fondamentale devait prendre le relais. Une théorie quantique de la gravité. Une théorie que nous n'avons toujours pas. Mais en attendant,
Les singularités sont là, dans les équations, dans les trous noirs, dans le Big Bang. Et elles ont des propriétés mathématiques étrangement similaires. Des propriétés si similaires, en fait, que certains physiciens se sont demandé si les trous noirs et le Big Bang ne seraient pas le même phénomène, vus sous des angles différents. Pour comprendre cette idée, il faut d'abord comprendre ce qu'est véritablement un trou noir. Pas l'image populaire, pas le tourbillon noir dans un film de science-fiction. Le véritable objet mathématique que la relativité générale décrit. L'histoire des trous noirs commence bien avant Einstein. Elle commence en France. En 1796, Pierre-Simon de Laplace, mathématicien, astronome et physicien français, l'un des esprits les plus puissants que la France ait jamais produit, publie une idée remarquable dans son exposition du système du monde. Laplace, qui travaillait alors à l'Académie des sciences de Paris, raisonne de la manière suivante. Tout objet a une vitesse de libération. C'est la vitesse à laquelle il faut lancer une balle vers le haut pour qu'elle échappe à la gravité de l'objet et ne retombe jamais. Sur Terre, cette vitesse est d'environ 11 km par seconde. Sur le Soleil, elle est bien plus élevée. Laplace se pose alors une question audacieuse. Que se passe-t-il si un objet est tellement massif, tellement dense, que sa vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière? La lumière elle-même ne pourrait pas s'échapper. L'objet serait invisible. Sombre. Un corps obscur, comme Laplace l'appelle. Un astre dont la lumière ne pourrait jamais parvenir jusqu'à nous. L'idée de Laplace était en avance de plus d'un siècle sur son temps. Il utilisait la physique de Newton, pas celle d'Einstein. Et dans le cadre newtonien, le concept ne tient pas tout à fait debout. La lumière, dans la physique de Newton, n'est pas clairement affectée par la gravité de la même manière que la matière. Mais l'intuition était juste. L'intuition était prophétique. Et quand Einstein formulera la relativité générale plus d'un siècle plus tard, les corps obscurs de Laplace reviendront sous une forme bien plus terrifiante. La véritable histoire mathématique des trous noirs commence en 1916, quelques mois seulement après la publication des équations de champ d'Einstein. Karl Schwarzschild, un physicien allemand servant sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale, résout les équations d'Einstein pour le cas le plus simple possible. Un objet sphérique, non rotatif, sans charge électrique, seul dans un espace-temps par ailleurs vide. Un problème d'une simplicité apparente. Mais la solution que Schwarzschild découvre est tout sauf simple. La solution de Schwarzschild décrit un espace-temps qui possède une frontière invisible. Une surface sphérique à une distance précise du centre de l'objet, où quelque chose d'extraordinaire se produit. Au-delà de cette surface, si tu te diriges vers le centre, il t'est impossible de revenir en arrière. L'espace lui-même te pousse vers l'intérieur, non pas parce qu'une force te tire, mais parce que l'espace-temps est courbé de telle manière que toutes les directions que tu pourrais prendre pointent vers le centre. Même si tu te retournes et que tu accélères de toutes tes forces dans la direction opposée, tu continues à te rapprocher du centre. C'est comme si le futur lui-même avait été redirigé vers un seul point. Cette surface invisible s'appelle l'horizon des événements, et elle est l'une des structures les plus étranges et les plus profondes de toute la physique. Pour comprendre l'horizon des événements, pense à une rivière. Imagine une rivière qui coule vers une cascade. Si tu es en amont, tu peux nager dans n'importe quelle direction. Tu peux remonter le courant si tu nages assez fort. Mais à mesure que tu te rapproches de la cascade, le courant s'accélère. Il y a un point critique, un point de non-retour, où le courant est si fort que même si tu nages de toutes tes forces en direction opposée, tu es emporté. Tu ne peux plus t'échapper. La cascade est ton destin. L'horizon des événements d'un trou noir fonctionne exactement comme ce point de non-retour. Sauf que le courant n'est pas de l'eau, c'est l'espace lui-même. L'espace s'écoule vers le centre du trou noir comme une rivière invisible. Et à l'horizon des événements, cette rivière d'espace se déplace à la vitesse de la lumière. Rien ne peut remonter ce courant. Pas la lumière, pas les ondes radio, pas l'information, rien. C'est pour cette raison qu'un trou noir est noir. La lumière qui franchit l'horizon est emportée vers le centre et ne ressort jamais. Vu de l'extérieur, le trou noir ressemble à une sphère noire parfaite. Un disque d'obscurité absolue découpé dans le tissu du ciel.
Si tu te trouvais à distance de sécurité et que tu observais quelqu'un tomber vers un trou noir, tu verrais quelque chose d'étrange. Tu verrais cette personne ralentir à mesure qu'elle s'approcherait de l'horizon. Sa lumière deviendrait de plus en plus rouge, de plus en plus faible, comme si elle s'enfonçait dans un crépuscule sans fin. Tu ne la verrais jamais franchir l'horizon. Elle semblerait se figer à la surface, éternellement suspendue, devenant de plus en plus sombre, de plus en plus rouge, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au-delà de ce que tes instruments peuvent détecter. Mais elle ne serait pas figée. De son propre point de vue, elle aurait franchi l'horizon sans même le remarquer. Et elle continuerait sa chute vers le centre, vers la singularité. Le temps est la clé ici. Le temps et l'espace échangent leur rôle à l'horizon des événements. C'est l'une des propriétés les plus déroutantes des trous noirs, et c'est crucial pour comprendre la comparaison avec le Big Bang. À l'extérieur d'un trou noir, le temps est une dimension dans laquelle tu te déplaces librement. Tu peux choisir d'avancer. Tu ne peux pas choisir de reculer, bien sûr. Le temps va dans une seule direction. Mais tu peux ralentir, accélérer, t'arrêter dans l'espace pendant que le temps continue. L'espace, en revanche, est une dimension dans laquelle tu te déplaces librement dans les deux sens. Tu peux aller à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, en haut ou en bas. Mais à l'intérieur d'un trou noir, ces rôles s'inversent. La direction radiale, la direction qui pointe vers le centre du trou noir, devient temporelle. Elle ne fonctionne plus que dans un sens, vers le centre. Tu ne peux pas plus t'éloigner du centre d'un trou noir que tu ne peux remonter dans le temps à l'extérieur. Le centre du trou noir n'est pas un lieu dans l'espace. C'est un moment dans le temps. C'est ton futur. Et ce futur est la singularité. C'est pour cette raison que la singularité d'un trou noir n'est pas un point dans l'espace, comme on le dessine souvent dans les schémas simplifiés. C'est un moment dans le temps. Un moment futur qui attend tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements. Tout ce qui est à l'intérieur finira par rencontrer la singularité, non pas parce qu'il est attiré vers un lieu, mais parce que le temps lui-même le conduit vers un moment inévitable. Le même genre de moment inévitable que demain est pour toi en ce moment. Tu ne peux pas éviter demain. Et à l'intérieur d'un trou noir, tu ne peux pas éviter la singularité. Cette propriété est fondamentale. Retiens-la, car elle est la clé de tout ce qui suit. Maintenant, regardons l'autre singularité, le Big Bang. L'histoire du Big Bang est, dans une large mesure, une histoire française, ou du moins franco-belge. En 1927, un prêtre catholique et physicien belge nommé Georges Lemaître, formé à l'Université catholique de Louvain et au MIT, publie un article dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles. Dans cet article, Lemaître résout les équations d'Einstein pour un univers en expansion et montre que la relation entre la vitesse de récession des galaxies et leur distance est une conséquence directe de la relativité générale. Il prédit ce qu'on appellera plus tard la loi de Hubble, 2 ans avant que Hubble ne la confirme observationnellement. Mais Lemaître va plus loin, bien plus loin. Si l'univers est en expansion aujourd'hui, raisonne-t-il, alors dans le passé, il était plus petit, plus dense, plus chaud. Si tu rembobines le film de l'expansion, tu finis par arriver à un état où tout l'univers était comprimé en un volume infiniment petit. Lemaître appelle cet état l'atome primitif. L'idée que l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud et dense, et que l'expansion que nous observons aujourd'hui est l'écho de ce commencement, est le cœur de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du Big Bang. C'est important de le rappeler. Le Big Bang n'est pas une idée américaine. C'est une idée belge et française, née de la résolution des équations d'Einstein par des physiciens européens. Et la métrique qui décrit l'expansion de l'univers, la métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, porte le nom de Lemaître en bonne place. Alexander Friedmann, un mathématicien russe, avait trouvé des solutions similaires dès 1922. Mais c'est Lemaître qui a donné à ces solutions leur interprétation physique, qui a compris que les mathématiques ne décrivaient pas un univers abstrait. Elles décrivaient notre univers, en expansion, avec un commencement. La singularité du Big Bang est le commencement. C'est le moment où, selon la relativité générale, la densité de l'univers était infinie, le volume était nul et la courbure de l'espace-temps était infinie.
C'est le mur du fond de l'histoire, le moment au-delà duquel nos équations ne peuvent pas voir. Et maintenant, comparons. Le trou noir possède une singularité. Le Big Bang possède une singularité. Dans les deux cas, c'est un endroit où la densité devient infinie et où les mathématiques s'effondrent. Mais la différence apparente entre les deux est frappante. La singularité du trou noir semble être un point dans l'espace. La singularité du Big Bang semble être un moment dans le temps, au commencement de tout. Sauf que cette différence est moins profonde qu'elle n'en a l'air. Rappelle-toi ce que nous avons dit sur l'intérieur d'un trou noir. À l'intérieur de l'horizon des événements, l'espace et le temps échangent leur rôle. La singularité du trou noir n'est pas un point dans l'espace. C'est un moment dans le temps, un moment futur. Et ce moment futur est universel pour tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements. Tout à l'intérieur du trou noir partage le même destin temporel. La singularité est le futur de tout l'espace intérieur. La singularité du Big Bang est le passé de tout l'espace de l'univers. Elle aussi est universelle. Elle aussi englobe tout l'espace. La différence entre les deux n'est pas une différence de nature. C'est une différence de direction temporelle. La singularité du Big Bang est une singularité passée, elle se trouve dans le passé de tout ce qui existe. La singularité du trou noir est une singularité future. Elle se trouve dans le futur de tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon des événements. Passé contre futur. C'est la seule différence fondamentale. Et cette symétrie est troublante. Pour comprendre à quel point cette symétrie est profonde, il faut introduire un concept qui est au cœur de la relativité générale. Les géodésiques. En relativité générale, les objets sur lesquels aucune force n'agit, hormis la gravité, suivent des trajectoires naturelles dans l'espace-temps courbe. Ces trajectoires s'appellent les géodésiques. Pense à elles comme les chemins les plus droits qu'il soit possible de suivre dans un espace-temps qui n'est pas plat. Sur la surface de la Terre, la ligne la plus droite entre Paris et Tokyo n'est pas une droite au sens euclidien. C'est un grand cercle. Un arc de courbe qui suit la courbure de la Terre. C'est la géodésique sur la surface terrestre. Dans l'espace-temps courbe de la relativité générale, les géodésiques sont les trajectoires que suivent les planètes autour du Soleil, les photons autour des trous noirs, les galaxies dans le cosmos. Elles sont les lignes directrices de l'espace-temps. Les fils invisibles qui définissent sa structure. Et voici le point crucial. En relativité générale, les singularités ne sont pas définies comme des points de densité infinie. Pas formellement. Elles sont définies comme les extrémités des géodésiques. Les endroits où les géodésiques s'arrêtent. Les endroits où les chemins de l'espace-temps cessent d'exister. Tu peux penser à une géodésique comme à une route. Normalement, une route continue indéfiniment. Tu peux toujours prolonger ta trajectoire vers l'avant ou vers l'arrière. Si tu traces la trajectoire d'une balle lancée en l'air, tu peux prolonger cette trajectoire vers le passé, avant le lancer, et vers le futur, après que la balle soit retombée. La géodésique est définie pour tous les temps. Sauf aux singularités. Aux singularités, les géodésiques s'arrêtent. La route finit. Et au-delà, il n'y a rien. Pas de prolongement possible. C'est ce que les physiciens appellent l'incomplétude géodésique. Et c'est la définition formelle d'une singularité en relativité générale. Toutes les géodésiques de l'univers, si tu les prolonges vers le passé, convergent et se terminent au Big Bang. Le Big Bang est l'extrémité passée de toutes les géodésiques. C'est le mur du fond, le commencement de tous les chemins. C'est pour cela qu'on dit que le Big Bang est une singularité passée, de type espace. De type espace parce qu'elle occupe tout l'espace. Et passée parce qu'elle se trouve dans le passé de tout ce qui existe. À l'intérieur d'un trou noir, la situation est inversée. Toutes les géodésiques qui se trouvent à l'intérieur de l'horizon des événements, si tu les prolonges vers le futur, convergent et se terminent à la singularité. La singularité du trou noir est l'extrémité future de toutes les géodésiques intérieures. C'est le mur du fond dans l'autre direction. La fin de tous les chemins. C'est pour cela qu'on dit que la singularité du trou noir est une singularité future de type espace. De type espace parce qu'elle occupe tout l'espace intérieur. Et future parce qu'elle se trouve dans le futur de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Tu vois la symétrie maintenant. Le Big Bang est le passé de tout l'espace de l'univers.
La singularité du trou noir est le futur de tout l'espace à l'intérieur du trou noir. L'un est un commencement, l'autre est une fin. Mais mathématiquement, ils ont la même structure, la même topologie, la même géométrie fondamentale. Ils sont comme le reflet l'un de l'autre dans un miroir temporel. Et l'univers, lui aussi, possède un horizon des événements. Pas le même genre que celui d'un trou noir, mais un horizon quand même. L'univers est en expansion. Et cette expansion est accélérée, comme nous le savons depuis les observations de Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess en 1998. L'accélération signifie que les galaxies lointaines s'éloignent de nous de plus en plus vite. Et à une certaine distance, cette vitesse de récession dépasse la vitesse de la lumière. Cela ne viole pas la relativité restreinte, parce que ce n'est pas un mouvement à travers l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire. Mais le résultat est le même du point de vue de l'information. Au-delà d'une certaine distance, aucun signal émis maintenant ne pourra jamais nous parvenir. Il y a une surface sphérique autour de nous, à une distance d'environ 16 milliards d'années-lumière, qui représente la limite de ce que nous pourrons jamais observer à l'avenir. C'est l'horizon des événements cosmologiques. L'horizon des événements d'un trou noir empêche la lumière de sortir. L'horizon des événements cosmologiques empêche la lumière d'entrer. L'un est une prison de l'intérieur, l'autre est une prison de l'extérieur. Mais dans les deux cas, il y a une frontière au-delà de laquelle l'information ne peut pas passer. Dans les deux cas, il y a un univers clos, limité, entouré d'un horizon infranchissable. L'univers a une singularité passée, le Big Bang. L'univers a un horizon des événements, l'horizon cosmologique. Un trou noir a une singularité future. Un trou noir a un horizon des événements. Les deux structures partagent les mêmes éléments fondamentaux, juste arrangés dans des directions temporelles opposées. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce qu'il existe un moyen d'inverser la direction temporelle d'un trou noir, de transformer sa singularité future en singularité passée, de transformer son horizon entrant en horizon sortant. Et le résultat est un objet que les physiciens appellent un trou blanc. Un trou blanc est, mathématiquement, un trou noir passé à travers un miroir temporel. C'est une solution parfaitement valide des équations d'Einstein. Si les équations autorisent un trou noir, elles autorisent automatiquement un trou blanc. Les équations de la relativité générale sont symétriques dans le temps. Chaque solution qui fonctionne dans un sens fonctionne aussi dans l'autre. Pour comprendre un trou blanc, reprends l'analogie de la rivière. Le trou noir est une cascade. L'espace s'écoule vers l'intérieur, emportant tout ce qui franchit l'horizon vers la singularité. Un trou blanc est la cascade inversée. L'espace s'écoule vers l'extérieur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est poussé vers l'extérieur. Rien ne peut entrer. La singularité n'est plus dans le futur. Elle est dans le passé. C'est un commencement, pas une fin. Et l'horizon des événements ne bloque plus l'intérieur. Il bloque l'extérieur. La lumière peut sortir, mais rien ne peut rentrer. Arrête-toi un instant sur ces mots. Un trou blanc possède une singularité passée de type espace, entouré d'un horizon des événements qui ne peut être franchi que de l'intérieur vers l'extérieur. L'espace s'écoule vers l'extérieur à travers l'horizon. Depuis la singularité passée, l'univers intérieur du trou blanc s'étend. L'espace s'ouvre, la matière se dilue. Ça te rappelle quelque chose? Oui, ça ressemble au Big Bang, une singularité passée de type espace à partir de laquelle tout l'espace se déploie. Un horizon au-delà duquel rien de l'extérieur ne peut pénétrer. Un univers qui commence dense et chaud et qui se dilue à mesure qu'il s'étend. Mais il y a un problème. Vu de l'extérieur du trou blanc, l'intérieur ne ressemble pas du tout à notre univers. L'extérieur est un espace-temps de Schwarzschild ordinaire. Le trou blanc apparaît comme un objet localisé, un point brillant dans l'espace, entouré d'un univers plus vaste qui ne partage pas la même singularité d'origine. L'intérieur du trou blanc est connecté à un extérieur qui existe indépendamment. Mais voici le point clé. Pour quelqu'un qui se trouverait à l'intérieur du trou blanc, l'extérieur serait invisible. L'horizon des événements empêche toute information de l'extérieur de pénétrer à l'intérieur. Quelqu'un vivant à l'intérieur du trou blanc n'aurait aucun moyen de savoir que l'extérieur existe. Il verrait une singularité passer derrière lui, un espace en expansion autour de lui.
et un horizon au-delà duquel rien ne peut être observé. Il penserait vivre dans un univers ordinaire. Il pourrait même développer une physique, construire des télescopes, observer le fond diffus cosmologique et conclure que son univers a commencé par un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Et il n'aurait aucune raison de soupçonner qu'il se trouve à l'intérieur d'un trou blanc, lui-même situé dans un univers plus vaste. Mais malgré cette ressemblance séduisante, l'intérieur d'un trou blanc standard ne ressemble pas encore assez à notre univers pour être convaincant. L'espace-temps de Schwarzschild, même inversé temporellement, a des propriétés que notre univers n'a pas. La courbure est fortement inhomogène. Elle change radicalement à mesure qu'on s'approche de la singularité. L'espace-temps est dominé par les effets de marée. Les forces gravitationnelles étirent et compriment tout de manière violente. Notre univers, au contraire, est remarquablement homogène. La matière I est répartie de manière très uniforme à grande échelle, et l'espace-temps est presque plat. Pas de force de marée extrême, pas de gradient violent de courbure. Juste un espace vaste, doux et presque euclidien, qui s'étend uniformément dans toutes les directions. L'espace-temps de notre univers est bien décrit par une métrique particulière, la métrique de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker. Cette métrique porte les noms de 4 physiciens qui l'ont développée indépendamment au cours des années 1920 et 1930. Alexander Friedmann, mathématicien russe, qui a résolu les équations d'Einstein en 1922 pour un univers homogène et isotrope en expansion. Georges Lemaître, le prêtre physicien belge, qui a redécouvert ces solutions en 1927 et leur a donné leur interprétation physique comme description de notre univers réel. Howard Robertson, physicien américain, et Arthur Walker, mathématicien britannique, qui ont formalisé la métrique dans les années 1930. La métrique FLRW est construite sur 2 hypothèses simples. Premièrement, l'univers est homogène. Il se ressemble en tout point, en moyenne, à grande échelle. Deuxièmement, l'univers est isotrope. Il se ressemble dans toutes les directions, en moyenne, depuis n'importe quel point. Ces 2 hypothèses, qui semblent audacieuses, sont remarquablement bien vérifiées par les observations. Le fond diffus cosmologique, cette lumière fossile émise 380 ans après le Big Bang, est uniforme dans toutes les directions à une partie sur 100 zéros. La distribution des galaxies à grande échelle est statistiquement homogène. L'univers, à grande échelle, est extraordinairement lisse et uniforme. Et c'est là que le lien entre les trous noirs et le Big Bang devient vraiment fascinant. Parce qu'il existe un moyen d'insérer une métrique FLRW à l'intérieur d'un trou noir. Et quand tu fais ça, l'intérieur du trou noir devient indiscernable d'un univers ordinaire pour quiconque se trouve dedans. Cette possibilité a été découverte grâce à la toute première description mathématique réaliste de la formation d'un trou noir. Et cette description vient de Robert Oppenheimer. En 1939, Robert Oppenheimer et son étudiant Hartland Snyder publient un article qui deviendra l'un des plus importants de l'histoire de la physique des trous noirs. Avant Oppenheimer et Snyder, personne ne savait si les trous noirs pouvaient réellement se former dans la nature. La solution de Schwarzschild décrivait un trou noir éternel, existant depuis toujours. Mais est-ce qu'un objet réel, une étoile par exemple, pouvait s'effondrer et devenir un trou noir? Oppenheimer et Snyder montrent que oui. Ils modélisent l'effondrement d'une étoile de la manière la plus simple possible. Ils supposent que l'étoile est une sphère parfaite de matière à densité parfaitement homogène. Pas de variation de densité, pas de pression. Juste de la poussière, comme les physiciens l'appellent, un nuage de particules qui ne font que tomber sous leur propre poids gravitationnel. C'est une simplification énorme, bien sûr. Les vraies étoiles ne ressemblent pas à ça. Elles sont plus denses au centre qu'à la périphérie. Elles ont des pressions internes colossales qui résistent à l'effondrement. Elles ont des champs magnétiques, des rotations, des convections. L'étoile d'Oppenheimer-Snyder est un jouet mathématique. Mais c'est un jouet mathématique extraordinairement révélateur. Parce que sous l'hypothèse de l'homogénéité et de la pression nulle, l'intérieur de l'étoile en effondrement est décrit par exactement la même métrique que celle qui décrit l'univers entier. La métrique FLRW. Pense à ce que cela signifie. L'univers entier, avec son Big Bang,
son expansion, son espace homogène et isotrope, est décrit par la métrique FLRW. Et l'intérieur d'une étoile en effondrement, sous les mêmes hypothèses de simplicité, est aussi décrit par la métrique FLRW. La même mathématique, les mêmes équations. Sauf que dans le cas de l'univers, l'espace s'étend, et dans le cas de l'étoile, l'espace se contracte. L'un est l'inverse temporel de l'autre. Oppenheimer et Snyder montrent que l'on peut construire un espace-temps complet en collant deux métriques ensemble. À l'extérieur de l'étoile, l'espace-temps est décrit par la métrique de Schwarzschild. C'est le vide courbé par la masse de l'étoile. À l'intérieur de l'étoile, l'espace-temps est décrit par la métrique FLRW. C'est un mini-univers homogène en contraction. Et la surface de l'étoile est le raccord entre les deux. Quand l'étoile s'effondre et que l'horizon des événements se forme, cette structure persiste. L'extérieur est un espace-temps de Schwarzschild avec un trou noir. L'intérieur est une bulle de métrique FLRW qui continue de se contracter vers la singularité. Depuis l'extérieur, c'est un trou noir. Depuis l'intérieur, c'est un univers qui se contracte. Et si tu inverses le temps, si tu prends cette solution et que tu la retournes, l'étoile en effondrement devient une étoile en expansion. Le trou noir devient un trou blanc. Et l'intérieur, cette bulle de métrique FLRW, passe de la contraction à l'expansion. Tu obtiens un trou blanc qui contient à l'intérieur un univers en expansion. Un univers décrit par exactement les mêmes mathématiques que notre univers. Un espace homogène, isotrope, partant d'une singularité passée et s'étendant vers le futur. Depuis l'intérieur, c'est un Big Bang suivi d'une expansion cosmique. Depuis l'extérieur, c'est un trou blanc dans un univers parent. Si ce trou blanc était suffisamment grand, si sa masse était suffisamment colossale, l'univers intérieur serait physiquement indiscernable du nôtre. Les lois de la physique seraient les mêmes. L'expansion serait la même. Le fond diffus cosmologique serait le même. Les galaxies se formeraient de la même manière. Les étoiles brilleraient de la même manière. Et les êtres vivants qui émergeraient éventuellement à l'intérieur de ce trou blanc n'auraient aucun moyen de savoir qu'ils ne vivent pas dans un univers ordinaire. Cette idée a été formalisée pour la première fois en 1972 par le physicien indien Raj Patria dans ce qu'il a appelé l'hypothèse de cosmologie des trous noirs. Patria propose que notre univers observable pourrait être l'intérieur d'un trou noir existant dans un univers parent plus vaste. La singularité du Big Bang serait la singularité du trou noir vue de l'intérieur, dans la direction temporelle inversée. L'horizon cosmologique serait l'horizon des événements du trou noir, et l'expansion de l'univers serait l'expansion intérieure du trou blanc. C'est une proposition audacieuse. Et pour autant que quiconque puisse le déterminer, elle n'a jamais été réfutée de manière convaincante. Les mathématiques sont cohérentes, les équations le permettent. Personne n'a trouvé de contradiction fondamentale qui l'exclut. Mais il y a un aspect qui complique les choses. Les trous blancs ont un problème grave. Personne n'en a jamais observé un. Et il y a de bonnes raisons théoriques de penser qu'ils sont instables. Un trou blanc éjecte de la matière vers l'extérieur. Mais toute matière qui s'accumule à l'extérieur de l'horizon du trou blanc devrait, par sa propre gravité, former un trou noir qui avalerait le trou blanc. Le trou blanc se transformerait en trou noir. L'objet s'autodétruirait presque instantanément. C'est un problème pour l'hypothèse de Patria. Si les trous blancs ne peuvent pas exister stablement, l'univers ne peut pas être l'intérieur d'un trou blanc. Du moins pas d'un trou blanc ordinaire. Mais il y a une échappatoire, et elle vient de l'un des physiciens les plus célèbres du XXe siècle. Stephen Hawking. En 1974, Hawking découvre que les trous noirs ne sont pas véritablement noirs. Par un mécanisme subtil impliquant la mécanique quantique et la théorie des champs en espace-temps courbe, Hawking montre que les trous noirs émettent un rayonnement thermique. Ce rayonnement, désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking, est extraordinairement faible pour les trous noirs de masse stellaire. Il faudrait des durées incomparablement plus longues que l'âge actuel de l'univers pour qu'un trou noir stellaire s'évapore complètement par ce mécanisme. Mais le principe est là. Les trous noirs rayonnent. Ils perdent de la masse. Et avec suffisamment de temps, ils disparaissent. En 1999, Hawking va plus loin.
Il montre que si un trou noir perd de la masse par rayonnement de Hawking exactement au même rythme qu'il en absorbe depuis son environnement, par exemple en absorbant le rayonnement du fond diffus cosmologique, alors le trou noir se trouve dans un état d'équilibre thermique. Et dans cet état d'équilibre, la distinction entre trou noir et trou blanc devient floue, mathématiquement floue. L'objet n'est plus clairement l'un ou l'autre. Il pourrait être les deux à la fois, ou aucun des deux, ou quelque chose d'intermédiaire que nos catégories ne savent pas nommer. Cet argument de Hawking est crucial. Si les trous noirs et les trous blancs peuvent être le même objet sous certaines conditions, alors l'objection contre les trous blancs s'effondre. Et l'hypothèse que notre univers soit l'intérieur d'un tel objet redevient possible. Il y a aussi une autre approche qui mérite d'être mentionnée. Celle du physicien américain Lee Smolin, qui a passé une grande partie de sa carrière au Perimeter Institute au Canada. Smolin propose en 1992 une idée qu'il appelle la sélection naturelle cosmologique. L'idée est la suivante. Quand un trou noir se forme dans un univers, sa singularité ne serait pas véritablement une singularité. La physique quantique, que nous ne comprenons pas encore complètement à ces échelles, empêcherait la densité de devenir véritablement infinie. Au lieu de s'effondrer en un point, la matière rebondirait. Elle rebondirait vers l'extérieur, créant un trou blanc. Et ce trou blanc serait le Big Bang d'un nouvel univers enfant. Chaque trou noir dans notre univers donnerait naissance à un nouvel univers. Et chaque nouvel univers, s'il possède des lois physiques légèrement différentes de celles de son parent, pourrait produire plus ou moins de trous noirs en fonction de ces lois. Les univers qui produisent beaucoup de trous noirs auraient beaucoup de descendants. Ceux qui en produisent peu en auraient peu. Au fil des générations cosmiques, les univers les plus fertiles, ceux dont les lois physiques favorisent la formation de trous noirs, domineraient la population. C'est un mécanisme de sélection naturelle, appliqué non pas aux organismes vivants, mais aux univers eux-mêmes. Darwin appliqué au cosmos. L'idée de Smolin est spéculative. Elle n'a pas été vérifiée. Mais elle n'a pas non plus été réfutée. Et elle offre une explication élégante à l'un des plus grands mystères de la physique fondamentale. L'ajustement fin des constantes de la nature. Si les constantes physiques, la masse de l'électron, l'intensité de la force nucléaire forte, la constante cosmologique, si ces constantes étaient même légèrement différentes, l'univers ne pourrait pas produire d'étoiles, de chimie complexe, de vie. Pourquoi ces constantes sont-elles réglées si précisément? La sélection naturelle cosmologique offre une réponse. Les univers qui ont ces valeurs produisent beaucoup de trous noirs et donc beaucoup d'univers enfants avec des valeurs similaires. Nous nous trouvons dans un univers dont les lois physiques ont été optimisées par la sélection cosmique pour produire des trous noirs. Et ces mêmes lois, par coïncidence ou peut-être pas par coïncidence du tout, sont aussi celles qui permettent l'existence d'étoiles durables, de chimie complexe et de vie. Revenons maintenant à la question de départ. Sommes-nous à l'intérieur d'un trou noir? Si tu mets toutes les pièces ensemble, voici ce que tu obtiens. La relativité générale autorise l'existence de trous blancs. L'intérieur d'un trou blanc peut être décrit par la métrique FLRW, la même métrique qui décrit notre univers. L'argument de Hawking suggère que les trous noirs et les trous blancs pourraient être le même objet sous certaines conditions. Et la proposition de Smolin suggère que les trous noirs pourraient donner naissance à de nouveaux univers via un mécanisme de rebond quantique. Aucune de ces idées n'est prouvée. Aucune n'est confirmée par l'expérience. Aucune n'est la position mainstream de la physique, mais aucune n'est exclue non plus. Les mathématiques les autorisent. Et en physique, les mathématiques ont souvent raison bien avant que les expériences ne les confirment. La vérité honnête est la suivante. L'univers est-il un trou noir ou un trou blanc? Probablement pas, mais pas absolument pas. Il n'y a aucune bonne raison de croire que c'est le cas. Pas encore. Il faudrait une compréhension bien plus profonde de la gravité quantique, de la nature des singularités, du mécanisme de rebond pour pouvoir trancher. Nous ne l'avons pas. Pas encore. Mais si nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, il y a un avantage énorme. Nous savons désormais à quoi ressemble l'intérieur d'un trou noir. Il ressemble à ceci, à toi, à moi, aux étoiles, aux galaxies,
aux planètes, aux océans, aux forêts, aux villes, aux bibliothèques. Il y a des bibliothèques dans ce trou noir, et des gens qui lisent dans ces bibliothèques, et des physiciens qui se demandent ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs sans réaliser qu'ils sont eux-mêmes la réponse à cette question. Et si c'est le cas, alors il y a une dernière question, la plus vertigineuse de toutes. Si nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, qu'y a-t-il à l'extérieur? Peut-être un univers habité par des êtres qui se posent exactement la même question, qui regardent les étoiles et se demandent ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Et la réponse est nous, et à l'intérieur de notre univers, il y a des trous noirs, et à l'intérieur de chacun de ces trous noirs, il pourrait y avoir un autre univers, avec ses propres étoiles, ses propres galaxies, ses propres bibliothèques, et ses propres trous noirs, et ainsi de suite. Vers l'intérieur, vers l'extérieur, des univers emboîtés dans des univers emboîtés dans... Chacun contenu dans un trou noir du précédent, chacun contenant des trous noirs qui abritent le suivant. Une poupée russe de réalité, sans début, sans fin, sans extérieur ultime. C'est un vertige qui n'a pas de fond, mais c'est aussi une forme de beauté. Car si c'est vrai, alors chaque trou noir dans le ciel est une fenêtre fermée sur un autre monde. Chaque singularité est un commencement vu de l'intérieur et une fin vue de l'extérieur. Chaque effondrement gravitationnel est aussi une naissance. Et la question de savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir n'est pas une question abstraite. C'est peut-être la question la plus intime qu'on puisse se poser. Car la réponse pourrait être tout. Tout ce que tu as jamais touché. Tout ce que tu as jamais aimé. Tout ce que tu es. Le contenu d'un trou noir, c'est peut-être le monde entier. Et le monde entier, c'est peut-être... La relativité générale d'Einstein a ouvert des portes que personne n'avait demandé d'ouvrir. Des portes qui mènent à des espaces-temps inversés, à des singularités retournées, à des univers nichés les uns dans les autres, comme les chambres d'un coquillage infini. Einstein n'aimait pas les singularités. Il pensait qu'elles étaient le signe d'un échec de sa théorie. Mais peut-être que les singularités ne sont pas des échecs. Peut-être qu'elles sont des passages, des seuils entre un monde et un autre, des naissances déguisées en mort. Personne ne sait, pas encore. La gravité quantique nous dira peut-être un jour si les singularités sont réelles ou si quelque chose d'autre se produit à leur place. Un rebond, un passage, une transformation. En attendant, les équations autorisent la possibilité, et les questions qu'elles soulèvent sont parmi les plus anciennes et les plus profondes que l'esprit humain puisse formuler. Qu'y a-t-il au commencement? Qu'y a-t-il à la fin? Le commencement et la fin sont-ils le même endroit vus sous des angles différents? L'univers a-t-il un extérieur? Et si oui, cet extérieur a-t-il lui-même un intérieur qui est à son tour un univers? Ces questions ne sont pas de la science-fiction. Elles sont de la physique, de la mathématique, de la géométrie de l'espace-temps. Et elles restent ouvertes, suspendues dans le silence entre les équations, comme des portes entrebâillées qui ne demandent qu'à être poussées. La prochaine personne qui les poussera ne trouvera peut-être pas de réponse définitive, mais elle verra un couloir. Et au bout du couloir, une autre porte. Et au-delà de cette porte, une autre question. Et c'est peut-être ça, la structure de la réalité. Non pas un édifice avec des fondations et un toit, mais un couloir sans fin, bordé de portes, chacune ouvrant sur un monde qui contient lui-même d'autres couloirs et d'autres portes. Nous sommes dans l'un de ces couloirs. Nous marchons. Nous regardons par les portes, et parfois, très rarement, nous apercevons dans l'ombre quelque chose qui ressemble étrangement à nous-mêmes, qui nous regarde en retour, qui se pose la même question, et qui, comme nous, ne connaît pas la réponse, mais continue de regarder. C'est peut-être ça, au fond, le contenu d'un trou noir. Pas de l'obscurité, pas du néant, pas de l'écrasement, mais de la curiosité. Un regard qui se retourne sur lui-même à travers les couches de réalité, et qui ne s'arrête jamais, parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a que des profondeurs supplémentaires, et dans chaque profondeur, quelqu'un qui regarde vers le bas et quelqu'un qui regarde vers le haut, et entre les deux, un univers.